On va pas perdre de temps, on va commencer direct. D'abord, un grand merci à tous les organisateurs. Vous savez, quand il y a du monde comme ça aux amphis, quand on a une salle qui est sonorisée, quand il y a des tentes qui sont installées, quand il y a de la vidéo qui tourne et tout ça se fait pas par la main invisible du marché ou par la grâce de Dieu. Ça se fait parce qu'il y a des petites mains invisibles et bien souvent bénévoles qui acceptent de consacrer une part de leur temps à ça. Et donc, grand merci à elles pour nous permettre... pour nous permettre de diffuser des idées dissidentes par d'autres canaux que les médias dominants. Et c'est nécessaire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour moi la conférence de rentrée aux amphis, traditionnellement, pour moi, c'est un espèce de laboratoire. C'est-à-dire, on est entre nous, et pendant l'été, j'ai pensé, sauf que pendant l'été, moi j'ai écrit un bouquin, et je viens vous apporter ce qui me semble nécessaire d'être dit à ce moment-ci de notre histoire, quoi. Donc, c'est brouillon, ça tâtonne, ça cherche. Voilà un peu comment je conçois ce temps-là. Et là, je viens de discuter avec Céline Léger, là, donc, qui était candidate en Moselle à Hayange, et qui a perdu face au Rassemblement national, dans une circonscription de gauche, traditionnellement. Ça pose le problème qui est le mien, le problème qui se pose pour moi le 19 juin, au soir du premier tour, quand je suis réélu, et tant mieux, mais je sais contre quel vent de face j'ai dû lutter, et je sais qu'au total, dans la Picardie, parce que pour moi les Hauts-de-France n'existent toujours pas, dans la Picardie, c'est 8 circonscriptions sur 17 qui ont basculé au Rassemblement national, que dans le Pas-de-Calais, c'est 6 sur 12, que c'est 6 sur 24 dans le Nord, mais c'est-à-dire dans ce qui a été le creuset du socialisme et du communisme pendant un siècle dans notre pays, et même les années de défaite, on envoyait des bataillons de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Et quand je regarde en symétrique dans le Sud, ce qui se passe dans le Midi Rouge, c'est la même histoire. Quand je regarde l'histoire de l'Aude, je vois 3 députés RN sur 3 dans un coin qui était de gauche traditionnellement. Ça doit nous poser question et nous poser fortement question. Ça doit nous interroger sur les causes profondes de ça. Et moi, je viens faire un débat avec vous, pas seulement sur le constat qu'il y a à faire, mais vous proposer au moins sur un point particulier, un point que j'ai identifié pour moi comme étant un facteur de vote Front National. D'ailleurs, pour démarrer la conférence là-dessus, j'interroge une historienne de la gauche qui s'appelle Marion Fontaine et qui me dit aujourd'hui, l'assistanat, le rapport à l'assistanat est la principale prédisposition au vote Rassemblement national. Donc ça veut dire que nous avons, je vais dire des choses qui ne plaisent pas forcément, parce que regardez la réalité d'aujourd'hui, c'est pas se complaire dans ça va bien pour nous, parce que moi je viens d'un coin où pour la gauche, ça va pas bien, et ça va pas bien du tout. Donc, c'est comment on se redresse, comment on se retrousse les manches, et comment on affronte un vent de face. Alors je vous dis, moi ma campagne avait démarré sous des auspices plutôt rigolotes. C'est un pasteur qui m'envoie un message en me disant « Moi je suis pas dans votre circo, je suis pas de gauche, mais si j'avais été chez vous, j'aurais voté pour vous. » Je dis bah, « Je suis déçu que vous soyez pas dans ma circo quand même, parce que moi, une voix, je la prends quoi. Je comprends pas que vous soyez pas de gauche, parce qu'au fond, le Christ et le partage quand même, bon voilà. » Il me dit « Non, moi je suis pas de gauche, parce que il y a pour moi l'importance du travail. » Je dis « Mais putain, où est-ce qu'on en est si quand on parle du travail, c'est identifié à la droite. » Et au fond, je n'ai eu que ça pendant ma campagne. J'ai fait une campagne sur alors, mais comment ça se fait que nous on a droit à rien alors qu'on travaille, et à ceux qui ont droit à quelque chose. Comment ça se fait, alors un village où le presbytère il était vidé, fermé, et où la boucherie elle avait fermé aussi, et du coup on avait mis des logements sociaux, et donc tout le village regardait les cassos qui s'étaient installés là. J'utilise les mots qui sont utilisés, les cassos qui sont installés là, mais alors ils ont un nouveau portable, ils ont une bagnole et tout ça, et puis nous on n'a pas, et ainsi de suite. Comment cette question de l'assistanat à la fin des matchs de foot, l'artisan qui te dit mais oui mais les gens ils veulent pas travailler alors que moi j'ai des impôts à payer dans tous les sens et des charges et des taxes, qui est venu être ce que je percevais comme
un obstacle majeur pour nous, c'est-à-dire une personne qui me dit, il en rigole, il me dit oh, mon fils il vote Jean-Luc Mélenchon, et le gars il en était catastrophé, quoi, donc ça nous faisait marrer. Mais on buvait une bière, on était bien en terrasse, mais il était catastrophé, donc ça nous faisait, on rigolait ensemble, et il me dit mais moi je peux pas être de gauche, un ouvrier, hein, je suis pour le travail. Mais quand on a cette identification, en gros, de la valeur travail à la droite, droite libérale, droite macronisme ou droite extrême, et que nous, c'est la gauche, c'est le RSA et l'assistanat, on perd d'emblée dans les classes populaires. Et donc, moi, je viens affronter cette question-là. Je sais qu'il y a des tas d'autres facteurs de votre Rassemblement national, mais je vous dis, celui qui j'ai l'impression qui était dominant, et je vous ai dit, Marion Fontaine, historienne de la gauche, qui dit voilà, et j'ai proposé, donc, aussitôt vous passez l'élection législative, je tire la sonnette d'alarme, nous provoquons avec Alma une réunion du groupe parlementaire pour se poser la question de notre rapport, comment on va faire pour lutter sur ces questions-là. Donc, en gros, je vais faire une analyse de pourquoi, de mon point de vue, dans mon coin en tout cas, dans un bassin industriel, il y a une montée dans la durée du vote Rassemblement national, quelles sont les étapes, et ensuite, qu'est-ce que je propose en tout cas face à cette question qui me paraît aujourd'hui centrale du rapport à l'assistanat. Pour vous dire que pour moi, c'est un évident devoir moral. J'ai créé Fakir parce qu'il y avait des délocalisations dans mon coin, la fermeture du lave-linge chez Whirlpool, et quoi qu'il advienne, et quels que soient les ouvriers, les choix des ouvriers, de chez Whirlpool, de chez Goodyear, de chez Parisos Fiage de France, de chez Flodor, quel que soit le butin que aujourd'hui, demain, ils glisseront dans l'urne, je serai à leur côté. Je ne les abandonnerai pas. Et vous savez, quand il y a eu la note de Terra Nova sur le fait que la solution pour la gauche, c'était d'abandonner les ouvriers pour se diriger vers autre chose, au fond, j'ai éprouvé un soulagement. Parce qu'à ce moment-là, au moins, les choses étaient dites. Et donc, je me refuserai à un abandon qui ne dirait pas son nom. Et je pense qu'il y a une injonction à poser comme une priorité la reconquête des classes populaires en milieu périurbain, rural, vous appelez ça comme vous voulez, mais en dehors des métropoles aussi. C'est un enjeu pour moi qui est un enjeu de devoir moral, et je peux comprendre que tout le monde ne le partage pas de manière aussi tripale que moi. Mais il y a un enjeu pour moi de devoir électoral aussi. Le total gauche à la présidentielle, aux législatives, c'est 30%. Comment on fait pour franchir cette marche-là? Comment on fait pour devenir majoritaire dans le pays? Au fond, moi, j'ai la conviction dans la durée que nous avons à reconstruire un bloc historique. Le bloc historique qui a permis à François Mitterrand de gagner en 1981. Il avait 74% des ouvriers qui votaient pour lui, et il avait les profs qui votaient pour lui. Et si jamais on ne parvient pas... Alors ce qui s'est passé depuis, et ça va peut-être démarrer l'analyse sur le vote Rassemblement national, la première chose qui se passe, c'est la mondialisation qui ouvre comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus à partir du début des années 80. Moi, en 1975, dans mon coin, c'est le pic de la protection textile dans la Somme. C'est mon année de naissance. Jamais on n'a produit autant. Les cathédrales ont été fondées sur le textile et tout ça, donc une longue tradition textile. En 1985, tout quasiment est liquidé dans le textile dans la Somme. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a signé les accords multifibres qui ont permis de délocaliser le textile d'abord dans les pays du Maghreb, puis à Madagascar, puis en Inde et en Chine. Et ça va pas seulement être ça, vous le savez, ça va être la métallurgie qui va suivre, ça va être le pneumatique, ça va être l'ameublement, ça va être à peu près tout. Et ça va être, juste que je dis toujours, quand les chiffres, le Flodor quitte la Picardie, bon, quand il ne nous reste même plus les patates, vous voyez, bon, bah. Mais comprendre que ça a été, alors, statistiquement, c'est dans les années 80, le taux de chômage chez les ouvriers qui est quadruple. Chez les ouvriers non qualifiés en particulier. Tandis que dans les professions intermédiaires, le taux de chômage reste plutôt stable. Ça veut dire qu'il se produit quoi? Là, il se produit un ressentiment face à la mondialisation qui est complètement différent. Certains qui sont frappés de plein fouet, non seulement pour eux, c'est-à-dire ceux qui sont en poste, mais je le signale aussi pour leurs enfants. C'est un point qui est essentiel, c'est quel avenir on peut proposer à nos enfants quand nos postes à nous disparaissent. Et
les professions intermédiaires qui ne sont pas forcément pour la mondialisation heureuse comme Alain Minc, mais qui, grosso modo, vont l'accepter avec un certain passivisme, parce que ni eux ni leurs proches ne sont frappés dans leur profession de la même manière. Et donc ça va tracer comme un fil à couper le beurre. Se produit un autre effet au même moment, qui est un élément de langage. Jusque dans les années 70, en gros jusqu'en 1981, la gauche a une vision manichéenne de la société, en tout cas dans son discours. François Mitterrand comme Georges Marchais peuvent parler du travail contre le capital, des patrons contre les travailleurs, des actionnaires, des petits, des gros, enfin voilà, il y a une division du monde social qui est assez simple. À partir du moment où la gauche arrive au pouvoir, et à partir du moment où elle se résigne, 1983, Lionel Jospin qui dit « Nous ouvrons aujourd'hui une parenthèse libérale qui n'est toujours pas fermée », eh bien, à partir de ce moment-là, non seulement c'est plus 10% de chômage en un an entre 84 et 85, non seulement c'est le moment où on crée les premiers emplois précaires nommés travaux d'utilité collective, non seulement c'est l'ouverture des Restos du Cœur, non seulement c'est l'envoi de Jacques Delors à la Commission européenne qui va permettre de libéraliser encore plus tout ça, mais il y a un élément de langage supplémentaire, c'est qu'au même moment, la gauche, en tout cas le Parti socialiste dominant, vient dire la lutte des classes c'est fini. C'est archaïque, c'est dépassé, il faut aller à autre chose. J'ai des textes, si vous voulez, là-dessus. Et qui dit maintenant, c'est Mitterrand qui dit maintenant il faut signer une trêve des classes. Moi, je suis pour qu'il y ait une trêve dans la lutte des classes. Mais c'est au moment où cette lutte se menait de la manière la plus ardente, puisque c'est le moment où il va y avoir 10% de la valeur ajoutée du pays qui vont glisser du travail vers le capital. Et donc, quand on dit aux gens les choses sont plus complexes, regardez, c'est plus nuancé, ainsi de suite, les gens, en général, quand ils font de la politique et qu'ils n'en font pas de manière constante comme vous, pour se priver d'une partie de leur été, ce qui franchement est un mystère, mais bon, il y a du mystère au cœur de l'homme. Mais qu'ils en font 3 fois par an, qu'ils en font au bistrot un petit coup de temps en temps comme ça. Et surtout en particulier quand ils sont dans la peine, quand ils souffrent. Il y a une cause à leur malheur. On ne peut pas leur dire c'est complexe, c'est nuancé, ainsi de suite. C'est un politiste qui s'appelle Patrick Lelin, qui travaille à l'université Picardie-Jules-Verne, qui dit voilà, il y a toujours une division binaire des choses. C'est le juste et l'injuste, c'est le bien et le mal, c'est le noir et le blanc, c'est la droite et la gauche. Et au fond, on fonctionne par des couples binaires comme ça. Et quand on a dit aux gens cessez de penser par couple binaire, au fond, ils en ont juste remplacé par un autre couple binaire qui a été les Français contre les étrangers. Donc ça a été à la fois une défaite sur le terrain des faits avec cette mondialisation, mais ça a été une défaite sur le plan idéologique parce qu'en abandonnant cette division capital-travail, ça a juste fait que les gens ils ont reconstitué un autre univers mental pour s'expliquer leur malheur. L'autre moment qui me paraît important, alors moi je suis un grand spécialiste du programme économique du Front National, je suis allé à la Bibliothèque nationale de France pour lire les tracts depuis la fondation en 1972, enfin voilà, oui, entendez ces petites manies, je fais ça pour... Non mais, pour vous, je lis et je relis les discours de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, vous voyez, ouais. Mais non, mais... il y a une bascule dans le discours économique du Front National après 1989. Pourquoi? Parce qu'avant 1989, le Rassemblement national est libéral, il veut faire du Thatcher et du Reagan en plus, et il est pro-européen. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est le rempart contre le bolchevisme qui est l'adversaire principal. Le mur de Berlin tombe, et là, il y a un renversement dans le programme économique du Front National qui, à ce moment-là, devient protectionniste. Et l'affiche. Ça nous pose problème. Pourquoi? Parce que c'était le désir puissant des gens d'avoir des protections quand on voit les usines qui partent à l'autre bout de l'Europe ou qui partent à l'autre bout du monde. Et il faut dire la vérité parce que c'est un problème pour nous, c'est le Front National de l'époque qui, le premier, a répondu à cette attente populaire. Ça peut être pour des mauvaises raisons et tout ça, mais c'est le premier qui l'ont fait. Pendant que la gauche de gouvernement, elle faisait le GATT, elle faisait l'Organisation mondiale du commerce, c'était Pascal Lamy, le bras droit de Jacques Delors, qui faisait ça, un socialiste aussi, et qu'elle faisait en plus les élargissements européens. Et, je le dis en vérité, la gauche qui n'était pas de gouvernement, elle faisait des sommets à l'autre bout de la Terre, mais elle ne disait pas concrètement quels outils elle allait utiliser
pour empêcher la délocalisation du lave-linge chez Whirlpool. Deuxième temps, donc, alors, j'ai noté homologie de position, aussi comprendre ça. Comme pour moi, c'est un travail quotidien, ça, ce travail de conviction auprès des gens. Vous faire comprendre les obstacles que nous avons devant nous. Vous dire que si je fais cette conférence-là, c'est parce que je considère que le combat n'est pas perdu. Si je considérais que le combat était perdu, je passerais à autre chose. Je considère qu'on est aujourd'hui dans un moment de bascule. Ça déjà, le vent, il souffle pas dans notre dos. C'est la vérité. Mais nous avons des points d'appui. Alma, elle a résisté dans son coin. Charlotte, elle est encore là en Moselle. Longwy, qui est un bassin ouvrier, il est encore chez nous. Carmaux, même si à côté de la circonscription Jaurès, c'est Rassemblement National, on a encore un point d'appui. On a des points d'appui dans le Limousin. Donc aujourd'hui se pose la question de est-ce que ce sont des bastions qui vont permettre une reconquête ou est-ce que ce sont des points isolés comme je le suis moi dans les Hauts-de-France en milieu semi-rural, on va dire, ou bien est-ce qu'on va être isolé, est-ce qu'on va être avalé? C'est pour ça que je fais ce débat-là. Parce que je pense que le combat n'est pas perdu et qu'on est en temps d'appui. Homologie de position, c'est quoi? Pour comprendre ça, c'est que les ouvriers ont eu le sentiment d'être méprisés, ostracisés, ils le sont, ils l'ont été, à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel. Et qu'au fond, ils se sont reconnus dans une Marine Le Pen, ou dans un Jean-Marie Le Pen, qui était lui-même, eux-mêmes, ostracisés, méprisés dans le champ politique. Et je veux dire, c'est pénible à dire, mais dire l'affection qui peut exister pour Marine Le Pen, c'est chiant. C'est chiant. Mais bien voir ce que ça produit, l'arrivée de Marine Le Pen. Alors, c'est léger pour en témoigner en Moselle, mais moi, c'est à Péronne, dans la Somme. Quand elle arrive en Normandie, il y a une affection pour elle. C'est dur, mais il faut le voir. Et il y a une présence de Marine Le Pen forte sur ce type de territoire-là. Elle vient au resto des routiers, elle monte dans le camion, elle appuie sur le klaxon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Enfin, vient là, donc du coup pendant la campagne, et je ne pensais pas que ça montrait de manière aussi forte, la question des cassos, de l'assistanat, et ainsi de suite, et avec Marine Le Pen qui a bien senti le truc, elle a un ministère contre la fraude, mais il ne s'agit pas de la fraude fiscale, hein. Il s'agit de la fraude sociale. Prévoit un ministère entier consacré à ça. Bon. Peut-être que je peux signaler là, pour vous redonner un petit peu le moral, une faiblesse du discours du Rassemblement National, et à la limite, ça sera le premier que faire. Dans le discours du Front National, la question de l'égalité est absente. Mais la question des firmes, de la fraude fiscale, de McKinsey, de Amazon, de tout ça, ça n'existe pas. La question des riches et des pauvres, ça n'existe pas. La question de la redistribution des revenus, ça n'existe pas. Et donc là, je ne prétends pas parler pour tous les rassemblements nationaux de France. Mais en revanche, je pourrais en parler pour des terres comme la mienne, où je sais l'attachement des gens à l'égalité. Eh bien, dans une terre comme celle-là, venir souligner ça, c'est une brèche qui est ouverte dans le discours du Rassemblement National. Et on voit dans l'hémicycle que quand je dis ça, Marine Le Pen, elle est en train de chercher si vraiment, parce que je suis linguiste, enfin, linguiste, j'ai fait une maîtrise de linguistique, il ne faut pas exagérer, mais je fais des contrôles F tout le temps dans les discours pour vérifier combien de fois il y a la présence, et je vois qu'en face, quand je lui dis ça, elle est en train de vérifier, parce qu'elle sent que là, il y a une brèche qui est ouverte. Alors, ils sont pas cons, hein. Du coup, ils vont le corriger, hein. Donc voilà. Que faire, que ne pas faire? Je vais dire que ne pas faire face à cette question, notamment de la Sistana. L'attaque directe sur Marine Le Pen et sur le Rassemblement National, pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Et la culpabilisation morale, ça ne marche pas. Et je dirais que même, il faut voir que le Front Républicain, on a dit qu'il était mort. Moi, j'avais compris qu'il serait mort, qu'il n'y aurait pas d'appel à voter pour moi contre les autres. Mais il faut voir qu'il était mort déjà dans la tête des gens auparavant. Et que même dans les cités, je veux dire comme ça, mais même dans les cités, le fait que moi j'ai une adversaire Rassemblement National au deuxième tour n'est pas un stimulant pour aller voter. Donc voilà, il y a eu une banalisation de toute façon antérieure à cette élection et ça a été quelque part acté. Mais donc l'attaque directe, pour moi c'est presque contre-productif que d'attaquer directement ça. La deuxième, c'est de défendre les assistés, ou de se mettre à dire non, ça n'existe pas, et puis tout ça, c'est pas vrai statistiquement, même si vous sortez des statistiques, hein, comme quoi ça n'existe pas. Parce que les gens, ils ont toujours le neveu de leur belle-sœur, ils ont le gars au voisin du dessous, et ils connaissent le cas par cœur, et ils peuvent vous donner ses horaires de lever et de coucher, et vous sortir combien il touche à la CAF. Vous voyez? Et
Et cette connaissance directe du réel, en partie, ils l'ont. Donc voilà. Et donc, je pense que se bagarrer là-dessus, c'est creuser la tranchée et on est cuit. Donc, que faire? La première chose pour moi, c'est de poser comme point central dans le discours politique le conflit entre le haut et le bas. Le conflit entre le travail et le capital. Moi, je fais ma campagne sur quoi? Face aux gens, sur est-ce que votre salaire il a triplé? Non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là, mon gars? Est-ce que votre retraite elle a triplé? Non mais attends, ça va pas, non. Non, parce que les 5 premières fortunes, elles ont triplé en 5 ans de Macron. Donc essayez de repositionner le discours, évidemment, sur qui sont les vrais assistés, et les vrais assistés, ils sont en haut, et les vrais assistés, c'est Total, et les vrais assistés, c'est Bernard Arnault, ainsi de suite. Vous dire... Tous les jours, ça doit être fait. C'est notre travail tous les jours. Et je vais vous dire, le problème que nous avons, c'est l'invisibilisation du monde des hyper riches. C'est-à-dire, moi, au cœur de ma circo, il y a donc Flic Secours, qui est une commune historiquement communiste, qui est le lieu où existaient les frères Saint, production textile immense. Il y a 7 châteaux des frères Saint autour de Flic Secours. Ça veut dire que quand les gens sortaient de l'usine, quand ils allaient regagner leur coron avec du sable à terre, ils savaient tous les jours où partait leur travail. Ils le voyaient sur les châteaux, il y en a un qui a brûlé, toutes les manifs, elles commençaient, elles terminaient devant les châteaux. Quand ils allaient au cimetière, ils voyaient la chapelle, les chapelles dans le cimetière pour les frères saints, tandis qu'eux, ils étaient enterrés à même le sol. Quand ils allaient dans l'église, ils voyaient le petit carré pour les frères saints avec les sièges bien molletonnés, tandis qu'eux, ils étaient assis derrière avec des sièges en paille. Donc tous les jours, cette division entre le patron et le salarié, entre le capital et le travail, elle était présente à leur esprit et elle divisait leur vision du monde. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est l'arrachement des espaces géographiques entre le travail et le capital. Et donc nous avons à opérer ce travail-là tous les jours de la manière la plus imaginative qui soit. Alors évidemment, Merci Patron était un exemple de ça, mais que je veux dire, quand ça ferme chez Whirlpool, les ouvriers de chez Whirlpool, leur premier réflexe, c'est de s'en prendre aux assistés aux réfugiés. Eh bien, il faut que j'arrive en disant Jeff Fettig. Est-ce que vous le connaissez? PDG de chez Whirlpool, il ne connaissait pas son nom. Est-ce que vous savez, vous avez déjà vu sa maison? Je sors une photo prise sur Google de sa maison, avec 24 salles de bain, c'est un château moderne, quoi. Terrain de tennis en extérieur, accès direct à la plage et ainsi de suite. Donc voilà, rendre visible des chiffres, mais pas seulement des chiffres. Donc chaque fois qu'on a le yacht de Jeff Bezos qui n'arrive pas à passer sous le pont de Rotterdam, voilà, mais c'est ça. Moi, ma campagne, je l'ai faite, allez, on peut faire des trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez compter avec moi jusque 3? 1, 2, 3. Heureusement, ils étaient un peu plus enthousiastes en Picardie. Mais, et là, 10 000 € pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui ne paye pas d'impôts en France. C'est le même salaire que Hayat Matboua. Et je le dis avec fierté, j'ai fait élire comme suppléante Hayat Matboua. Voilà. Accompagnante d'enfants en situation de handicap, elle gagne 10 000 € en 1 an. Quand vous dites ça aux gens, que la personne elle s'appelle Hayat Matboua, ou Aline, ou Sandy, ou Zoé, ou n'importe quoi, les gens ils sont du côté de Hayat Matboua et pas du côté de Jeff Bezos. Donc là, il y a ça à reposer. Mais vous le savez, mais je vous dis l'importance de ça et l'importance que dans toutes nos campagnes, ça, pour moi, c'est sur ce conflit-là que ça doit se centrer. Le deuxième point, c'est pour moi la nécessité d'aller, de retrouver le sens des droits universels. Je suis maintenant hostile à des droits sous condition. C'est-à-dire, si tu touches plus de 1 200 €, tu n'y as pas le droit. Si tu touches moins, c'est bon. Je vous dis. Et l'histoire de la gauche, au fond, c'est une histoire des droits universels. L'école, elle est gratuite pour tous. Et y compris pour les enfants de Bernard Arnault. La sécurité sociale, c'est pour tous. La retraite, c'est pour tous. C'est pas par les droits que se fait le rétablissement de l'égalité ou le nivellement des fortunes, c'est par l'impôt. Et donc, je pense qu'il nous faut renouer avec des droits qui sont pour tous et qui évitent
les effets de seuil avec en permanence « moi j'y ai pas droit, moi j'y ai pas droit, moi j'y ai pas droit ». Et y compris aujourd'hui, des gens qui sont de parfaite bonne volonté, qui n'ont pas décidé de basculer au Rassemblement national, mais pour qui, voilà, il va de soi que leur fille n'aura pas le droit à une bourse, même s'ils galèrent quand elle entre à l'université. Donc pour moi, je pose la nécessité d'avoir des droits universels. Et enfin, mais c'est le point le plus important, en tout cas c'est le conflit au bas, il est évident, c'est reprendre le travail. C'est plus possible d'entendre que la valeur travail ou le travail c'est de droite et que l'assistanat c'est de gauche. Il faut se demander, et je vais apporter des réponses, mais comment le travail doit être un réflexe, c'est de gauche quand on est travailleur, quand on travaille. Alors, je vais vous dire qu'à mon avis, de ce point de vue-là, on a manqué une occasion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise Covid. Et la crise Covid a bien mis en lumière le caractère indispensable de travailleurs et de travailleurs de métiers populaires. Hein, alors, vous savez que Macron avait déclaré « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Oui. Donc vous applaudissez Macron. Mais vous savez, je le récite comme une poésie, mais apprendre les passages où Macron est de gauche, ça va assez vite. Bon. Mais suite à la crise Covid, il y a un rapport qui est paru, qui s'appelle le rapport Erel, produit à la demande d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, et ce rapport est un rapport remarquable. C'est un rapport dont nous devons nous saisir. Il identifie 17 métiers de la deuxième ligne. Donc il y a bûcheron, c'est-à-dire les métiers qui sont indispensables en cas de crise sanitaire. Il y a tout ce qui est les gestionnaires du flux, caristes, camionneurs. Il y a évidemment les auxiliaires de vie sociale. Bon, il y a 17 métiers comme ça. Ce sont des métiers dont elle montre qu'ils sont évidemment indispensables, mais qui sont très nettement moins payés que les autres salariés du privé, qu'ils ont des horaires qui sont bien souvent des horaires découpés, qu'ils ont un statut précaire beaucoup plus que la moyenne, qui respirent des cochonneries, mais en même temps qu'ils ont un sentiment d'utilité qui est supérieur aux autres métiers dans la société. Et je pense que là, il y a une porte d'entrée, et ce sont des métiers qui, quand j'ai regardé des statistiques ensuite, ont beaucoup voté pour le Rassemblement national. C'est-à-dire, autant, s'il y avait une conférence hier, en dessous de 900 € par mois, ça vote pas mal NUPS, une fois qu'on est au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, ça part, c'est plus chez nous, quoi. Je pense que là, sur ces métiers-là, il y a plusieurs choses à faire, mais je pense que déjà, il faut citer ces métiers. Je veux dire, de la même manière qu'on a fait un héros du mineur de fond dans l'après-guerre, ou du travailleur de la métallurgie parce qu'il rebâtissait la France, ces métiers-là devraient être héroïsés, et on devrait parler du cariste comme du mineur de fond de l'après-guerre. Parce que c'est ce gestionnaire de flux qui permet que les supermarchés soient encore abreuvés, et ainsi de suite. Or, ce mot cariste, je ne l'ai pas entendu. Je l'ai pas. Et là, je pense qu'il faut proposer de l'identification, et aussi de l'identification positive. C'est-à-dire que le travail, aujourd'hui, il est maltraité. C'est la vérité, vous savez, même, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette histoire-là, c'est que ce sont ceux qui célèbrent à voix haute la valeur travail qui l'écrasent tous les jours. Et donc, on a aujourd'hui, en effet, un travail qui peut être en souffrance sur tout ce que je viens d'énoncer, les horaires, les salaires, les statuts, les revenus, mais en même temps, il y a chez les gens une grande fierté de leur travail malgré tout. Et je pense que la gauche doit réussir à dire les deux choses. On doit réussir à dire la souffrance du travail, mais il nous faut aussi dire la fierté du travail. Je vais raconter mes petites anecdotes, mais je vais courir pour la première fois le long des quais de Seine, parce que je suis de plus en plus parisien malheureusement, mais enfin bon, voilà. Et donc, je vois un gars, Jojo 60, un livreur, un camion qui était garé pour livrer les restaurants qui sont sur les quais de Seine. C'était donc Jojo 60, et il y avait en gros sur une plaque d'immatriculation « Fier de mon métier ». Et quand on regarde par exemple Debout les femmes, on voit à la fois comment ces femmes souffrent dans leur travail parce qu'elles n'ont qu'un quart d'heure ou une demi-heure pour s'occuper des personnes âgées. Donc déjà, mal faire son travail est une très grande souffrance.
mais comment elles ont pas le temps de travail qui est compté entre leurs déplacements, comment à la fin du mois ça fait 800, 900 euros et on en vit très, très péniblement, et en même temps ce qu'on sent, c'est l'amour de leur métier. Eh bien il faut qu'on soit capable de dire les deux, qu'on soit capable de dire ce qu'il y a à transformer dans les métiers, mais aussi la fierté de ces métiers-là. Enfin, pour conclure, je pense qu'il faut intégrer le métier, cette question des métiers du travail, de la fierté du travail, à un horizon commun. Quel est notre horizon commun? Pour moi, c'est Roosevelt 1942. C'est quoi? C'est Roosevelt en 1942, il n'a pas de porte-avions, il n'a pas de bombardier, il n'a pas de tank. Et il met tout en œuvre dans le pays pour que les savoir-faire, pour que l'énergie, pour que les capitaux, pour que l'intelligence du pays soit canalisée dans une direction qui est l'économie de guerre. Évidemment, nous devons tout faire pour canaliser les capitaux, l'énergie, les savoir-faire, le travail, en une direction qui est l'économie de guerre climatique. Et je pense qu'une manière de rendre l'écologie populaire, et alors, je peux vous dire que moi, quand je sortais le mot écologie dans ma campagne, c'était pas terrible, hein, parce que l'écologie, c'est ce qui va faire qu'on va devoir changer de bagnole alors qu'elle roule, et puis on a une cuve à fioul. Bon, voilà. Et donc, c'est ça. Et je pense qu'un moyen de rendre l'écologie populaire, c'est de dire que l'écologie, c'est du travail. C'est ce que Jean-Luc raconte sur les canalisations à changer. C'est la rénovation thermique des bâtiments. Vous savez, même si aujourd'hui, moi je suis pour qu'on ait un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, là, on rénove 2500 passoires thermiques par an. Il y en a 5 millions dans le pays. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il va falloir 2000 ans. Voilà, c'est tout, c'est mathématique. Bon, si on veut sortir de ça, moi je suis pour qu'on mette 40 milliards d'euros par an là-dedans. Pourquoi? Je l'explique depuis 5 ans, mais parce que c'est à la fois un enjeu pour les factures des gens, ça en fera moins à payer, c'est un enjeu écologique évident, c'est un enjeu de création d'emplois, c'est un enjeu pour l'indépendance du pays parce qu'on est moins dépendant du gaz et du pétrole importé. Ça, bon, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, ça éveille quelques trucs, quoi. Mais bon, voilà, il y a un enjeu. Mais la vérité, c'est que même si on mettait 40 milliards d'euros là-dedans, on ne serait pas fichu d'avoir la main-d'œuvre là-dedans. Donc ça veut dire avoir la construction du métier qui va avec. Comment on donne une fierté aux jeunes qui entrent dans ce métier-là que ce n'est pas une voie de garage, comment on leur garantit qu'ils auront 2000 euros par mois parce que ce sont des métiers essentiels, comment on fait pour qu'à 50, 55 ans, il y ait une autre carrière derrière parce que bien souvent on a le dos brisé. Voilà la manière concrète dont ils nous font entrer dans ce débat. Et donc je pense que là se pose pour moi la question de passer du vivre ensemble au faire ensemble. Vous savez, quand on écrit un bouquin, c'est peut-être pas toujours clair pour les gens qui le lisent, mais au moins, ça fait la clarté en soi. Je me demandais pourquoi le vivre ensemble était un slogan qui, moi, m'avait jamais attiré. Je trouvais ça gnangnan, ça faisait premier communiant. Enfin, voilà. Et en écrivant, j'ai compris. Parce qu'au fond, vivre ensemble, quel couple arrive à vivre ensemble s'il ne porte pas un projet commun? Je veux dire, ça pète. Si jamais il n'y a pas le projet d'un enfant, le projet des vacances, le projet d'une maison, le projet d'un voyage, mais il faut un projet de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et demander à des gens de vivre ensemble de manière statique, les uns à côté des autres, ça ne peut pas tenir. Et je pense qu'il faut passer donc du vivre ensemble au faire ensemble. J'ai quelques trucs comme ça quand j'interroge Marion Fontaine, l'historienne, qui me dit que l'assistanat est l'une des principales prédispositions au vote Front National. Elle me dit le Front Populaire, il ne se fait pas s'il n'y a pas à la fois les mineurs polonais et les mineurs français qui sont ensemble. Mais quand j'interroge un mec qui s'appelle Patrick, qui a voté communiste, qui habite à Abbeville et qui est venu désamianter les tours de Rouen, qui est venu dans le tunnel du Mont-Blanc au moment où il a cramé pour nettoyer les machins à la nuit. Enfin, il faisait du grand déplacement comme ça, surtout des chantiers un peu merdiques. Il est arrivé à la retraite, il n'est pas arrivé à la retraite, à 55 ans, ça a été cancer sur cancer qu'il a eu. Il a une retraite qui atteint même pas 1200 € après avoir fait tous ces travaux-là. Donc un sentiment d'injustice. Il regarde par la fenêtre et il voit des réfugiés qui sont là et qui revendent des téléviseurs à l'occasion des braderies. Et où est-ce qu'ils arrivent à voir ces téléviseurs? Bon, voilà. Et c'est ça son sentiment d'injustice. Et pourtant, quand il raconte son parcours, il dit « Mais moi, j'étais avec des Marocains, j'étais avec des Algériens, j'étais avec des Turcs, et on a toujours bien travaillé ensemble. »
Et la dernière scène de mon film « Debout les femmes », on le voit, cette assemblée qui est colorée, où il y a à la fois des femmes du Vimeux de mon coin, Annie, Sylvie, qui sont venues là, mais aussi les mamas de l'Assemblée nationale, et qui chantent ensemble Debout les femmes. Et donc on voit ce que ça signifie que porter la fierté du métier ensemble. Il y a eu une scène, je vais terminer là-dessus, qui s'est déroulée à la préfecture de la Somme. La secrétaire d'État, Sophie Cluzel, vient à la préfecture, vient à Amiens, pardon, et je dis à la préfète, écoutez, si vous voulez que ça se passe bien, je souhaite qu'elle ait 1 heure de rencontre avec les accompagnantes d'enfants en situation de handicap de mon coin. La préfète comprend ce que ça veut dire quand je dis, si vous voulez que ça se passe bien. Donc, il y a 1 heure de rencontre où la ministre parle, et c'est un moment très humain. Vous savez, la lumière est en train de tomber dehors, il fait nuit, et on est encore là en train de converser avec Aline, Sandy, Hayat et Asia. Et bon, moi, à un moment, je me mets en écoute flottante, c'est-à-dire que je suis à moitié en train de roupiller, parce que les trucs, je les ai déjà entendus 15 000 fois. Quoi. Bon. Et là, en étant comme ça, allongé dans le divan de la préfecture, je me dis, mais au fond, ça fait maintenant 3 ans que je les suis, dont 1 an avec une caméra. Là, ça fait 1 heure que je les écoute. Il n'y a pas eu un seul moment, vous avez entendu les prénoms. Aline, Sandy, Asia, Hayat. Il n'y a pas eu un seul moment où entre elles, il y a eu la question de qu'est-ce qu'on mange le vendredi, de quelle est la couleur quelle est la longueur de ma robe, et ainsi de suite. Les questions qui ont été permanemment posées, c'est comment on va pouvoir mieux faire pour les enfants, comment on va pouvoir vivre notre métier, comment on va ne pas en être dégoûté pour pouvoir rester à la rentrée. Voilà les questions qui se posent. Et c'est pour ça que je pense que la question du faire ensemble, du travail ensemble, est une clé à la fois pour combattre cette question de l'assistanat et aussi pour passer par-dessus les faux clivages entre les origines. Donc je récapitule les propositions que je fais pour affronter la question de l'assistanat qui me paraît dans certains lieux, hein, attention, moi je parle d'anciens bassins, enfin qui restent encore un peu industriels, il ne faut pas exagérer, mais je parle de territoires qui ont été à gauche, qui sont largement ouvriers. Bon, le conflit au bas comme priorité, comme martelé de manière permanente. Deuxièmement, les droits universels. Et troisièmement, par toutes les modalités possibles, reprendre le travail et faire que le travail redevienne une valeur de gauche. Voilà, je vous remercie en tout cas.